Dans une sinistre forteresse sur la côte européenne, un prisonnier anonyme est assis dans une cellule, ses pensées dévorées par la vengeance. Un ancien noble qui commandait des armées. Il a été oublié par le monde. Son nom a été rayé de l'histoire. Trahi par ses proches, cet homme n'a d'autre espoir que de s'échapper et de châtier ses ennemis. Ça vous rappelle quelque chose? Si vous êtes un amateur de littérature et peut-être de cinéma en ce moment, vous pensez probablement à Edmond Dantès. Le héros emprisonné à tort est venu du chef-d'œuvre d'aventure français du XIXe siècle, le Comte de Monte-Cristo. Mais si tout ce qui figure dans ce premier paragraphe peut s'appliquer au célèbre personnage d'Alexandre Dumas, il ne s'agit pas de quelqu'un de fictif. Non, tout ce qui figure dans ce début de roman de KPDP est réellement arrivé à un homme réel. Il s'appelait Thomas Alexandre Dumas. Et ses aventures allaient inspirer le plus grand roman de son fils. Ancien comte ayant participé aux guerres révolutionnaires en France, Thomas Alexandre Dumas était une armée à lui tout seul. Il a combattu aux côtés de Napoléon, vainquant à lui seul des dizaines d'ennemis, et il a été adulé comme un héros. Et tout ça, il l'a fait en étant fièrement et résolument noir. Trahi de son vivant, ignoré par l'histoire, voici l'épopée du général Dumas, le véritable comte de Monte-Cristo. Pour écrire ses épopées de KPDP, comme les Trois Mousquetaires, le grand auteur français Alexandre Dumas n'a pas eu à chercher bien loin son inspiration. Enfant, il passait des heures sur les genoux de sa mère, fasciné par les récits d'un soldat audacieux, d'un héros romantique, aussi courageux et chevaleresque qu'il était fort. Mais il ne s'agissait pas d'histoires à dormir debout, du genre de celles qu'on peut lire à ses propres enfants. Tout était vrai. Les histoires que Dumas avait entendues concernaient son père, mort alors que le garçon n'avait que 3 ans. Ces histoires étaient bien plus étranges et bien plus passionnantes que tout ce que Dumas écrirait un jour. L'histoire de Thomas Alexandre Dumas, ou Alex, comme il préférait être appelé, ne commence pas en France, mais à des milliers de kilomètres de là, à Saint-Domingue, que nous appelons aujourd'hui Haïti. Et elle ne commence pas avec sa naissance, mais avec la rencontre de deux personnes très improbables. Alexandre Antoine David de la Pelletière est un aristocrate immoral qui cherche à s'enrichir rapidement dans les colonies en attendant d'hériter du titre familial. Saint-Domingue étant au XVIIIe siècle la colonie la plus riche de l'empire le plus riche, il a frappé à la bonne porte. Son frère était déjà un propriétaire de plantations prospères, mais Antoine lui-même s'est avéré trop paresseux et trop con pour se lancer dans le commerce du sucre. Volant une partie des esclaves de son frère, il s'enfuit dans les montagnes pour vivre une vie de loisir. À une époque où les loisirs d'un blanc consistaient généralement à exploiter les noirs, Antoine n'a pas tardé à s'offrir une maîtresse. Aujourd'hui, on sait très peu de choses sur Marie-Cécile Dumas, même son nom est incertain. Certaines sources donnent Louise au lieu de Marie, tandis que la signification de son nom de famille, Dumas, a été une source de spéculation constante. D'une part, il signifie de la ferme, ce qui implique qu'elle était une femme libre gérant une plantation de sucre. D'autre part, le nom peut indiquer qu'elle était la propriété d'un domaine et qu'Antoine l'a acheté alors qu'elle était encore esclave. C'est de cette union entre un aristocrate blanc louche et une femme noire exploitée qu'est né Thomas Alexandre Dumas. Dès qu'il ouvre les yeux, le garçon est plongé dans une zone d'ombre juridique. En 1762, Saint-Domingue est un lieu obsédé par les hiérarchies raciales, avec les blancs au sommet et les noirs en bas de l'échelle. Contrairement au système esclavagiste américain, la pyramide d'exploitation de Saint-Domingue comportait une catégorie intermédiaire, celle des métis. C'est dans cette catégorie que se trouve le jeune Alex Dumas. Bien qu'ayant la peau foncée, Alex est presque aussi libre que n'importe quel blanc de la colonie. Les métis locaux, comme on les appelait, étaient considérés comme totalement différents des noirs, réduits en esclavage et occupaient souvent des postes de pouvoir. Ça signifie qu'Alex a passé ses 12 premières années avec une liberté dont sa mère ne pouvait que rêver, pouvant se promener sur les petites routes près de la propriété de son père, traité presque comme n'importe quel homme blanc. Mais presque n'est pas la même chose que exactement.
et Alex était sur le point de le découvrir de la pire des façons qui soient, comment Saint-Domingue exploitait les gens comme lui. En 1775, Antoine apprend que ses parents, restés en France, sont morts et que le titre de marquis lui revient de droit. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de payer le billet de bateau et que son frère est encore trop en colère contre lui pour lui prêter de l'argent. Antoine a donc fait quelque chose de tout à fait impensable, quelque chose de tellement immoral que nous n'arrivons pas à croire que nous sommes en train de le dire. Il a vendu son propre fils à l'esclavage. Le code noir. C'est impossible aujourd'hui de savoir ce que Thomas Alexandre a ressenti lorsque ce père l'a livré, a pris l'argent et s'est envolé pour la France. Âgé de 12 ans seulement, ce jeune garçon costaud était désormais la propriété de quelqu'un d'autre. À Saint-Domingue, cela ne pouvait être qu'une condamnation à mort. La violence infligée aux esclaves dans la colonie était sadique, même selon les critères de l'époque. Alors que le code noir français était censé protéger les esclaves, la réalité était faite de coups de fouet, de bastonnades, de mutilations et d'une mort extrêmement précoce. Heureusement, c'est un système dans lequel Alex n'a vécu que pendant une courte période. À la fin de l'année 1776, alors qu'il avait obtenu son titre et son héritage, Antoine a soudainement fait venir son fils esclave. Âgé de 14 ans, Alex est embarqué sur un navire à destination de la France. Au moment où il quitte Saint-Domingue, il laisse derrière lui sa vie d'esclave. La France métropolitaine n'a jamais autorisé l'esclavage et le simple fait de s'y rendre a automatiquement rendu Alex libre. Mais ce n'est pas une vie d'homme libre qui l'attend en Europe, c'était la vie d'un gentleman. Voici donc ce qu'il y a d'étrange à propos d'Antoine. Bien qu'il se soit contenté de vendre littéralement son propre fils, il était également déterminé à faire en sorte que ce même fils grandisse et devienne tout ce qu'il attendait d'un héritier. Antoine couvre le garçon de vêtements coûteux, lui donne des leçons de philosophie, de duel et d'équitation. Pour un adolescent habitué à vivre dans une petite propriété des Caraïbes, cela a dû être un véritable casse-tête, surtout lorsqu'il a déménagé avec Antoine à Paris, qui était alors la plus grande ville du monde. C'est dans la capitale française qu'Alex est devenu un beau gosse musclé d'1,90 m, le genre d'homme que les filles de la société adoraient et qu'elles adorent encore aujourd'hui. À cette époque, avoir la peau foncée à Paris n'était pas toujours un désavantage. Les riches mixtrés, ces gens de la couleur libre venus de leur colonie, constituaient une partie petite mais vitale de la scène sociale. Alex Dumas se glisse dans ce monde comme une main dans un gant parfumé. On le voit au théâtre, dans les salons chics et les bals, menant une vie de succès glorieux. C'était l'époque de Marie-Antoinette, souvenez-vous. Pour l'aristocratie, la France était un tourbillon de fêtes scintillantes, dont les masses affamées de la rue ne pouvaient que rêver. Pourtant, si la richesse d'Antoine lui permet de vivre comme n'importe quel aristocrate de la société, celle-ci ne lui fait jamais oublier qu'il est différent. En septembre 1784, par exemple, Alex assiste à une pièce de théâtre lorsqu'un jeune homme blanc commence à proférer des injures raciales. Lorsqu'Alex tente de riposter, les acolytes du jeune homme le battent et le forcent à s'agenouiller devant leur chef. Bien que la police soit intervenue, le jeune homme blanc s'en est tiré à bon compte. Cette situation a dû être exaspérante pour Thomas Alexandre, comme s'il vivait dans un monde crépusculaire, à moitié dans un lieu de privilège et de pouvoir, et à moitié dans un lieu de racisme et d'oppression. Ce sentiment d'appartenance et de non-appartenance explique peut-être ce qui s'est passé ensuite. En 1786, à l'âge de 26 ans, Alex a soudainement annoncé qu'il en avait fini avec sa vie de loisir et qu'il voulait s'enrôler dans l'armée. Antoine refuse d'abord, puis il accepte, mais à condition qu'Alex n'utilise jamais le nom de famille. Alex s'est donc engagé dans les Queen's Dragoons, et quand vient le moment de donner son deuxième nom, il n'utilise pas celui de son père, mais celui de sa mère. Il s'appellera donc Thomas Alexandre Dumas jusqu'à sa mort. Malgré ses origines nobles, Alex n'est pas entré dans les dragons en tant qu'officier. Il a commencé au bas de l'échelle, affecté à une ville reculée, au rang le plus bas, où il partageait son temps entre les bagarres et la chasse aux filles du coin. Il y a gagné la réputation d'une grande gueule au tempérament explosif,
mais aussi d'un combattant doué et plus endurant que quiconque. En une seule journée, il s'est battu 3 fois en duel. Aussi talentueux et endurant qu'il soit, ce sont les événements qui ont rendu Alex Dumas célèbre. Plus précisément, l'un des plus grands événements de l'histoire de l'Occident. Le 14 juillet 1789, une foule en colère a pris d'assaut la Bastille, à Paris, en prison, transformant en bouleversement social toute la rage qui flottait dans l'air face à la société inégalitaire de la France. C'est le coup d'envoi de la Révolution française, une période de violence étourdissante et d'idées qui vont changer le monde, dont la plus importante n'arrivera qu'un mois plus tard. Le 26 août 1789, la nouvelle Assemblée nationale de la Révolution publie son premier grand document, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, quelle que soit la couleur de leur peau. Une nouvelle ère d'égalité raciale était enfin née. C'était du moins l'idée. Nous verrons plus tard pourquoi les choses n'ont pas tout à fait fonctionné. Pour l'heure, sachez que ce document a touché une corde sensible chez Alex Dumas. Malgré l'origine aristocratique de son père, Alex devient dès lors un fervent partisan de la Révolution. Il se battra pour ses idéaux, quoi qu'il arrive. Pourtant, si la France métropolitaine semble réellement attachée à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, il n'en va pas de même dans les colonies. À Saint-Domingue, la juste résistance à la déclaration se transformera en un soulèvement d'esclaves qui déclenchera une guerre atroce. Pour Alex, cependant, son cœur n'est plus dans les Caraïbes, mais ici en Europe, lorsque l'Assemblée nationale, sous l'emprise du radical Durand, déclare la guerre aux voisins de la France en avril 1792. Dumas n'est que trop disposé à se battre pour eux. C'est le début de la guerre d'indépendance, une décennie de bouleversements qui mettra l'Europe à genoux. C'est aussi ce qui fera de Thomas Alexandre Dumas un homme à part entière. Vous vous souvenez qu'Alexandre adorait les duels. Pour lui, la guerre est devenue l'occasion de faire ce qu'il aimait toute la journée, tous les jours. Le même printemps, la guerre éclate. Il se fait connaître en capturant un groupe de 12 soldats autrichiens sans tirer un seul coup de feu. Ses officiers ont à peine eu le temps de finir de dire «Bon sang, c'est super», que ensuite Alex a encore fait parler de lui, en menant 4 cavaliers à l'assaut d'une garnison autrichienne. Ils étaient 50 soldats autrichiens contre eux, mais les cavaliers de l'Apocalypse de Dumas l'ont emporté facilement. À partir de ce moment, rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension du jeune homme. Outre ses talents de combat et ses forces, Alex a la chance d'être un révolutionnaire engagé à une époque où les officiers non radicaux fuient l'armée ou se font épurer. Dans cette nouvelle ère d'égalité, qu'est-ce qui l'empêcherait d'atteindre le sommet? C'est au cours de ces premières années de guerre que les légendes commencent à s'accumuler autour de Thomas Alexandre Dumas. Dans le domaine de l'absurde, la rumeur veut qu'il soit si fort qu'il puisse monter sur son cheval, saisir une poutre de bois et commencer à faire des tractions qui soulèvent le cheval du sol. C'est vrai, Alex Dumas était en quelque sorte un mème de Chuck Norris avant même que Chuck Norris n'existe. Du côté de l'absurde, mais aussi du vrai, il y a l'histoire de sa rencontre avec sa femme. Dans les premiers mois de la guerre, alors que le chaos s'empare de la France rurale, une bande de brigands attaque Villiers-Cotterêts. Ils menaçaient une jeune fille bourgeoise de la région, Marie-Louis Laboureau, lorsque le beau et fringant Dumas a débarqué en ville, comme un seul homme, et lui a sauvé la vie. Tombé amoureux, Alex demande au père de Laboureau la permission de l'épouser. Comme il n'était encore qu'un simple pirate, Pop Laboureau lui a dit de revenir lorsqu'il aurait obtenu son brevet d'officier et serait devenu sergent. Dumas partit à cheval et revint peu de temps après, ayant été promu 4 rangs au-dessus du grade de sergent. Très sagement, ils ont tous les deux autorisé le mariage. Au fil des mois, la promesse d'égalité raciale de la Révolution commence à prendre de l'ampleur. En tant qu'officier, Alex était le second du Chevalier de Saint-Georges, un compositeur classique célèbre à l'époque, né lui aussi d'un père blanc riche et d'une mère esclave. Leur Légion noire était la première unité entièrement noire en Europe, un régiment d'élite d'épéistes prêt à mourir pour la Révolution. Mais la plupart du temps, ce sont leurs ennemis qui mouraient. Dans une autre histoire insensée mais vraie, Alex a un jour essayé de mener ses hommes sur un mur de glace en pleine nuit pour surprendre une batterie autrichienne. Arrivés au sommet, ils ont retourné les armes des Autrichiens contre eux, ce qui a entraîné la reddition immédiate d'environ 1700 hommes.
Avec de tels exploits, c'est pas surprenant que l'Assemblée nationale ait proposé à Alex de se rendre à Saint-Domingue pour mettre fin à la rébellion des esclaves. Mais Alex ne semble pas s'intéresser à son ancienne patrie, ou peut-être ne voulait-il tout simplement pas rejoindre ce brasier du mauvais côté. Au lieu de ça, il est resté en France. En août 1793, il est nommé général. Âgé de 31 ans seulement, Dumas est désormais le soldat noir européen le plus haut gradé de l'Empire. Et pourtant, son étoile ne cesse de grandir. Il passe la fin de l'année 1793 à la tête de 53 000 hommes dans les Alpes, terrifiant les Autrichiens, au point de se voir attribuer le surnom de Diable Noir. Mais il ne s'agit là que de propagande agrémentée d'un bon vieux racisme. Bien qu'il ait été un combattant puissant, en particulier dans les combats rapprochés, le général Dumas n'était pas un diable. Alors que beaucoup d'autres généraux de l'époque révolutionnaire sortaient la guillotine chaque fois qu'ils entraient dans un nouveau village, Alex faisait brûler sa guillotine pour en faire du bois de chauffage. Alors que d'autres généraux ordonnaient des exécutions sommaires pour toute personne se situant légèrement à la droite de Robespierre, Alex accordait des grâces à des civils pour des crimes politiques. Cette attitude lui a valu le surnom moqueur de Monsieur Humanité. Elle a également failli lui valoir une mort prématurée. En 1794, Dumas est envoyé pour combattre en Vendée, une région de France très catholique qui s'est rebellée contre le Paris laïque. La Révolution a alors complètement déraillé. Louis XVI et Marie-Antoinette ont été guillotinés. Robespierre et le Comité de salut public sont aux commandes et le règne de la terreur bat son plein. En Vendée, ce qu'on appelle les colonnes infernales défilent dans le paysage, massacrant tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. En tant que général dans la région, Alex est censé suivre le mouvement. Au lieu de ça, il interdit à ses hommes de piller et refuse de massacrer les civils. Sous le règne de la terreur, une telle indulgence suffit à vous faire tuer. Dénoncé, Dumas est démis de son commandement et est envoyé à Paris pour y être jugé. Alors qu'il était la tête d'affiche de la Révolution, il est soudainement tombé dans le camp de l'un de ses ennemis les plus acharnés. En 1794, ça ne peut signifier qu'une chose. Thomas Alexandre Dumas a rendez-vous avec la guillotine. Finalement, c'est la chance qui sauve le général Dumas. Alors qu'il croupit en prison dans l'attente de son exécution, la Convention nationale se retourna enfin contre Robespierre. Le 27 juillet 1794, ou 9 Thermidor, en 2 du calendrier révolutionnaire, le tyran est dénoncé et renversé. C'est Robespierre et non Dumas qui est guillotiné. Sa tête coupée tombant dans la corbeille, l'ère de la terreur jacobine s'achève de manière sanglante. Dans le sillage de la réaction thermidorienne, des prisonniers politiques comme Dumas sont libérés. L'esclavage est désormais interdit dans tout l'Empire. Les Noirs jouissent de la pleine citoyenneté, du droit de vote et du droit d'étudier aux côtés de leurs pères blancs. À Saint-Domingue, les Français reconnaissent même à contre-cœur l'ancien esclave Toussaint, le voteur, comme leur représentant officiel dans la colonie. Mais malgré ces avancées, Dumas semble en avoir assez. En 1795, il déclare qu'il veut partir, qu'il voulait quitter l'armée et reprendre une vie normale. À cette époque, la France est gouvernée par le directoire réactionnaire corrompu. Bien que moins enclin à faire tomber les têtes que Robespierre, il n'était toujours pas le genre de personne à qui l'on disait non. Aussi, lorsqu'ils ont dit à Alex que sa démission était inacceptable, les choses en sont restées là. Le seul changement qu'ils autorisaient était de transférer Dumas des Alpes, où il ne cessait de se quereller avec ses supérieurs, vers le front italien. Ils ont fait combattre sous les ordres d'un jeune général prometteur originaire de Corse, un jeune homme extrêmement porté sur les chapeaux bicornes et la conquête. Sur le papier, Alexandre Dumas et Napoléon Bonaparte auraient dû être des amis intimes. Ils étaient tous deux talentueux sur le terrain, tous deux ambitieux. Ils faisaient tous deux partie d'une nouvelle génération portée au premier plan par la Révolution. L'épouse de Bonaparte, Joséphine, était même originaire de la Martinique, une colonie chère à Dumas. Dans la vraie vie, cependant, les choses allaient rapidement tourner au vinaigre.
Bien que Napoléon ait d'abord salué la bravoure de Dumas, qui avait fait des choses insensées comme sécuriser à lui seul un pont face à un escadron entier de cavalerie, les deux hommes ont rapidement commencé à montrer des signes de rivalité. Ça aurait pu être une bonne chose s'ils s'étaient séparés à la fin de la guerre, en octobre 1797, mais le Directoire avait d'autres projets. Plutôt que de laisser deux généraux populaires s'ennuyer jusqu'à ce qu'ils décident de les écarter du pouvoir, le Directoire les encouragea tous deux à partir en expédition en Égypte. Aujourd'hui, l'expédition de Napoléon en Égypte en 1798 est célèbre pour ses avancées scientifiques et archéologiques. Elle devrait également être célèbre pour avoir été un véritable désastre. Dans un premier temps, le général Dumas a réussi à remporter d'étonnantes victoires de cavalerie, mais il est vite apparu que les Français se trouvaient dans une position intenable. Peu après le débarquement, les Britanniques, sous la direction de Nelson, ont détruit tous leurs navires et bloqué le port. Ils sont désormais coincés en Égypte, tandis que les armées ennemies marchent vers eux par voie terrestre. Incapables d'obtenir des renforts ou de faire quoi que ce soit d'autre que d'observer l'expédition échappée à tout contrôle, sous cette pression insensée, les relations entre Dumas et Napoléon se sont complètement dégradées. Dumas accuse publiquement Napoléon de gaspiller les ressources et de trahir les objectifs de la Révolution, et laisse fortement entendre que c'est lui qui devrait être à la tête de l'armée. Napoléon, quant à lui, est scandalisé lorsqu'il découvre que les habitants pensent que Dumas, grand et puissant, est le chef de l'expédition, alors qu'il n'est qu'un simple serviteur. Mais la véritable explosion survient lorsqu'un informateur révèle à Napoléon que Dumas et d'autres généraux pourraient être en train de préparer une mutinerie. Au cours de la réunion tendue qui s'ensuit, il est décidé que le général Dumas doit rentrer immédiatement en France. Le 7 mars 1799, Alex monte à bord d'un bateau avec la ferme intention de retourner à la République, de retrouver sa femme et de reprendre sa brillante carrière militaire. Malheureusement, il n'y parviendra jamais. Alors que le bateau largue les amarres en ce jour funeste, Thomas Alexandre Dumas et Napoléon Bonaparte sont encore presque sur un pied d'égalité, deux puissants rivaux qui étaient des héros populaires. Avant la fin de l'année, tout aurait changé. L'un d'eux prend le pouvoir et devient premier consul de France, l'autre sera trahi, oublié et laissé à l'abandon dans un cachot bien loin de chez lui, le dernier des Français. Nous y voilà enfin. Le moment où Alex Dumas sera trahi et enfermé comme le comte de Monte Cristo, mais contrairement à son homologue fictif, Alex n'aura jamais l'occasion de se venger. Les problèmes ont commencé lors du voyage de retour, le bateau s'est rapidement avéré hors d'état de naviguer et a été contraint de s'arrêter au port pour effectuer des réparations. Malheureusement, ce port se trouve dans un royaume italien qui est tout à fait opposé à l'idée de couper la tête des rois à laquelle la France est en train de se livrer. Dès que le navire a accosté, Alex et les autres Français à bord ont été faits prisonniers de guerre. Enfermés dans un cachot de Naples, Dumas attend que le Directoire négocie sa libération. Il est prêt à payer ce qu'il faut pour obtenir la libération de l'un de ses meilleurs généraux. Mais l'époque du Directoire est déjà révolue. Le 9 novembre 1799, également connu sous le nom de 18 Brumaire, l'an 8, Napoléon Bonaparte revient à Paris, renverse le gouvernement et s'établit à la tête de la France. Vous devinez sans doute à quel point le nouveau premier consul était impatient d'obtenir la libération de son ancien rival. En fin de compte, Thomas Alexandre Dumas croupit en prison pendant 20 mois. Pendant cette période, les conditions de vie dans sa cellule sordide l'ont physiquement brisé. Ses geôliers lui ont fait avaler du poison, pas assez pour le tuer, mais suffisamment pour le laisser partiellement paralysé et aveugle d'un œil. Lorsqu'il est finalement libéré à la fin de l'année 1801, ce n'est que grâce à une campagne soutenue de sa femme. À ce moment-là, le mal était déjà fait, non seulement pour le général Dumas, mais aussi pour la Révolution. Bien qu'ayant grandi à la même époque d'égalité qu'Alex, Napoléon n'avait pas besoin de justice raciale. Peu de temps après la libération de Dumas, le premier consul publie une loi rétablissant l'esclavage dans les colonies françaises. Il envoie une expédition pour attaquer Saint-Domingue et rétablir la domination blanche. Cette expédition échouera, mais elle détruira l'un des autres grands généraux noirs de la Révolution, Tissot le Vertueux, qui mourra
dans une prison française. En France même, les mariages interraciaux sont interdits, l'égalité est mise au rencard et l'horloge retourne à une époque sinistre que les révolutionnaires pensaient avoir laissée derrière eux. C'est dans ce nouveau système misérable qu'Alex passera les dernières années de sa vie. Bien que l'ex-général y ait droit, Napoléon refuse de lui verser sa pension et interdit à quiconque de mentionner le nom de son ancien rival. Brisé, abattu et sans le sou, Alex et Marie-Louise retournent à Villiers-Cotterêts. C'est là que le 26 février 1806, à l'âge de 43 ans, Thomas Alexandre Dumas meurt d'un cancer de l'estomac. Au moment de sa mort, le général Dumas laisse derrière lui un monde dans lequel il n'a plus sa place. En 1804, Napoléon avait été sacré empereur, écrasant les derniers idéaux de la Révolution sous le joug de la tyrannie. Quelques mois auparavant, Saint-Domingue, l'ancienne patrie de Dumas, avait cessé d'exister, déclarant son indépendance en tant que pays d'Haïti, la première république noire libre de l'histoire. Cette déclaration s'est accompagnée de l'assassinat ou de l'expulsion de tous les citoyens français. Un célèbre général français comme Dumas n'aurait jamais pu revenir en arrière. Mais la chose la plus triste est peut-être la naissance de son fils, Alexandre Dumas. Lorsque le garçon naît en juillet 1802, sa mère a été soulagée de voir qu'il avait l'air blanc. Après tout, il lui suffisait de jeter un coup d'œil à son mari brisé et rejeté pour voir comment la France traitait ses hommes noirs. Au lendemain de sa mort, Thomas Alexandre Dumas sera rayé de l'histoire. Bien qu'il ait été l'un des généraux emblématiques de son époque, seule une statue a été érigée à son effigie. Et il faudra attendre l'époque moderne pour que des livres relatent ses exploits. Enfin, presque personne. Lorsque le fils du général Dumas grandit et devient romancier, c'est vers le souvenir de son père, mort depuis longtemps, qu'il se tourne pour trouver l'inspiration. Dans des récits, comme Les Trois Mousquetaires et surtout Le Comte de Monte Cristo, l'esprit d'Alex sera canalisé dans des héros durs et romantiques, des hommes courageux qui se battent honorablement même si leurs ennemis ne le font pas. Des hommes courageux dont la fin de vie était bien plus heureuse que celle de leur homologue dans la vie réelle. Ce n'est peut-être pas la façon dont nous souhaitons que l'on se souvienne de nous, mais dans un sens, ces histoires ont donné au général Dumas une sorte d'immortalité, une façon pour le monde de toujours se souvenir de cet homme courageux et remarquable. Merci d'avoir écouté cette vidéo et si tu ne veux pas manquer les suivantes, abonne-toi et on se dit à une prochaine.